L'ananas du Bénin a été dernièrement rappelé de 2 circuits de distribution en France. Ce rappel faisait suite à un autocontrôle de qualité de l'ananas peint de sucre par un distributeur. Quelles sont les raisons qui ont conduit à cet état de choses? À suivre dans ce journal les clarifications du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La représentation du Fonds monétaire international au Bénin était face à la presse ce jeudi. Objectif, expliquer les conclusions issues du conseil d'administration du FMI à l'opinion publique et celle de la 4e revue des programmes du Bénin. Le chef de mission du Fonds pour le Bénin est revenu sur les prouesses enregistrées dans notre pays dans l'exécution des différents programmes avec l'institution. Inauguration du centre de formation académique professionnelle et du perfectionnement, c'est un projet du groupe Business Communication Plus dont la réalisation est à mettre à l'actif de quelques acteurs importants. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. L'ananas du Bénin a été dernièrement rappelé de 2 circuits de distribution en France. Ce rappel faisait suite à un autocontrôle de qualité de l'ananas peint de sucre par un distributeur. Quelles sont les raisons qui ont conduit à cet état de choses? Suivez ici les clarifications du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Dossa Aguemon était face aux professionnels des médias ce vendredi. Le 1er juin 2024, nous avons eu une expédition de 250 cartons d'ananas de la part d'un exportateur équivalent à un total de 3,35 tonnes d'ananas prélevés dans le champ d'un seul producteur, exportés en France, distribués dans 2 rayons français à partir du 4 juin, donc 3 jours après. L'un des distributeurs a fait ce qu'on appelle un autocontrôle. J'ai confiance en vous. Comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc il a prélevé ce qu'il a acheté, il a commandé l'analyse au laboratoire, et ça c'était donc le 11 juin, et les résultats sont sortis le 17 juin, et le verdict, c'est que dans 1 kg de cet ananas, d'après les analyses, il y a jusqu'à 5,9 mg de téflon par kilo d'ananas. La norme, comme l'a dit le DG, c'est 2. Donc on est presque à 3 fois la dose acceptée. La seule molécule en cause, c'était le téflon, justement. Et comme c'est un même stock dans 2 rayons, quand on constate qu'il y a un problème, on décrète le rappel dans tous les rayons. Mais quand on parle de rappel, de quoi s'agit-il en fait? C'est un phénomène ordinaire qui relève de la vigilance d'un État pour protéger ses concitoyens, ses consommateurs. Une fois en passant, c'est une alerte. Et ça nous rappelle que nous ne sommes pas parfaits. Il faut redoubler de vigilance. Mais quand ça se répète, ça devient un risque. Parce que ça modifie le profil risque du pays. Et pour ce qui est du Bénin, aujourd'hui, malgré cet incident qu'on a eu fin juin, le profil risque du Bénin n'a aucun problème. Nous continuons d'exporter de l'ananas sur le marché européen. 10 expéditions ont déjà eu lieu après l'incident, qui font dire à certaines personnes que notre ananas est indésirable sur le marché européen. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a déjà fait 10 expéditions conformes aux exigences, donc dans les normes, les 2 mg de téflon par kilogramme d'ananas, pour un équivalent total de 34 tonnes. Face à cet incident enregistré, des mesures sont déjà prises par le gouvernement. Il s'agit essentiellement du renforcement des capacités des acteurs principaux, l'équipement du laboratoire du contrôle qualité et bien d'autres. Prosper Sagua Gossou, directeur de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7, nous en dit plus au micro de Teddy Goudalo et Ider Humpévi. Les dispositions que nous avons prises, et dont certaines sont déjà mises en œuvre depuis l'avènement de l'incident dont on parle, nous devons renforcer davantage
l'infrastructure qualité dont nous disposons. On a un laboratoire des plus équipés de la sous-région. Il y a certains pays même qui font de l'exportation qui n'en disposent pas. Mais le Bénin a déjà fait un grand pas en ayant ce laboratoire et qu'il faut qu'on prenne les dispositions pour le maintenir dans un état continu de fonctionnement. Pour le moment, les opérations de conditionnement qu'on fait au champ pour le triage, le lavage, le rinçage, le cirage de produits se fait encore avec des moyens de bord. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a pris la mesure de la situation où un projet doit être déjà en route, mais doit à terme nous doter le pays de centres de conditionnement aux normes internationales pour le traitement, le conditionnement et le paquetage de notre ananas. Tout ça pour renforcer la qualité du produit. Pour nous assurer de la maîtrise et de l'application continue des bonnes pratiques que nous avons développées pour la production de l'ananas, nous devons renforcer, d'abord recycler et renforcer les capacités des acteurs qui font l'opération critique de triage au niveau du terrain. Nous devons également renforcer les capacités de nos personnels d'encadrement et de contrôle sur la maîtrise des normes et pouvoir détecter dans le process des comportements des gestes qui s'écartent de ce qui est prescrit pour que les sources de non-conformité soient détectées déjà au champ pour éviter que cela n'entache sur la qualité du produit et sur le commerce. Est-ce que le consommateur béninois a des raisons de s'inquiéter, de consommer notre ananas? D'abord, encore une fois, nous saluons la vigilance des consommateurs pour les alertes, les inquiétudes qui sont soulevées. C'est ça qui permet d'ajuster l'action, permet aux décideurs de prendre des mesures pour assurer et pour garantir la sécurité des consommateurs. Mais la réponse est non. On n'a pas de raison de s'inquiéter. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, a mis en place le programme sectoriel de filet de protection sociale productif dénommé Gbesoke. Le projet vise à apporter assistance aux personnes vulnérables, notamment les pauvres extrêmes, afin de réduire la pauvreté au Bénin. En prélude au lancement officiel prévu en août prochain de ce programme qui donnera le top des transferts monétaires aux bénéficiaires, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, accompagnée de responsables à divers niveaux, a effectué une descente à Cotonou, notamment à Gbegame et à Missebo. Véronique Toinfori est allée constater l'évolution de la distribution des cartes SIM aux bénéficiaires des communes pilotes. Voici le compte rendu de cette descente avec Ouliat Sanoussi et Derhon Préfi. Ici, dans les quartiers Gbegame et Missebo à Cotonou, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance constate l'évolution de la distribution des cartes SIM aux potentiels bénéficiaires du projet Gbesoke, entendez porter haut en langue Yoruba. Dénommé programme filets sociaux, ce projet productif est initié par le gouvernement au profit des personnes vulnérables, notamment les pauvres extrêmes. Le gouvernement du président Patrice Talon prévoit ces filets sociaux-là, une extension à pratiquement 150 000 ménages pauvres sur toute l'étendue du territoire national pour les aider à mener des activités génératrices de revenus. Donc ce n'est pas de l'assistanat simplement, mais il y a la subsistance alimentaire, mais il y a l'accompagnement nécessaire pour que ces personnes vulnérables puissent faire quelque chose et pouvoir s'en sortir et se prendre en charge elles-mêmes. Je vois que tout se passe bien pour les deux endroits que je viens de visiter. Cette opération se déroule un peu partout, dans la plupart des communes actuellement. Et là où ça n'a pas démarré, il y aura une feuille de route pour que cela puisse se faire, pour que effectivement, dans le mois qui vient, nous puissions vraiment lancer les transferts monétaires. 12 communes pilotes sont concernées par l'opération. Les chefs quartiers de Gbegame et de Missebo, de même que les bénéficiaires, remercient le chef de l'État et son gouvernement pour cette initiative qui va certainement changer leur quotidien. Nous sommes au deuxième jour de cette opération. Les statistiques montrent que nous avons déjà atteint environ 10% de mobilisation. Nous en avons pour 3 semaines. Et donc, à terme des 3 semaines, nous comptons atteindre les 73 881 pauvres SEM qui sont déjà stabilisés. Celtis accompagne le projet déjà pour la distribution des SIM. Et pour la partie enrôlement avec les différentes pièces
autorisés par l'État, bien sûr, c'est moi, CIP, ainsi de suite. Et aussi, nous accompagnons aussi dans le paiement. C'est vrai qu'on n'est pas encore à la phase de paiement, mais après les enroulements, il y aura la phase de paiement, la phase d'assistance, où nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Le programme Gbesoke vient en complément aux 4 volets assurance maladie, formation, microcrédit et retraite en cours d'opérationnalisation sous le projet ARCHE. J'invite la population à beaucoup de patience pour que toutes les vérifications nécessaires soient effectuées et je remercie les différents acteurs pour tout le travail qui est accompli, tout ça pour faire reculer la pauvreté dans notre pays et c'est une manière de vous rassurer de la volonté du gouvernement que nous mettons en place toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir lutter contre la précarité et la pauvreté en quelque sorte. L'opération de distribution de cartes SIM se déroule normalement. Toutefois, des difficultés existent et sont exposées au ministre. L'opération qui a démarré lundi dernier prend fin le 28 juillet 2024. Et toujours par rapport à ce projet, Innocent Songba, spécialiste filets sociaux à la cellule d'appui à la mise en œuvre du programme Gbesoke, apporte des explications par rapport à ce qui va suivre après la distribution des cartes SIM aux bénéficiaires. On l'écoute au micro de Ouliat Sanoussi et d'Eron Pevi. Le programme doit impacter 150 000 ménages pauvres extrêmes dans tout le Bénin. Nous avons stabilisé ça en 2 cohortes. La première cohorte concerne 75 000. Et donc à la stabilisation, nous avons pu réussir à stabiliser 73 881 pauvres extrêmes sur toute l'étendue du territoire national. Chaque bénéficiaire identifié et qui a reçu sa carte SIM va bénéficier à partir du lancement du programme un montant de 10 000 francs par mois pendant les 6 premiers mois. Pendant ces 6 premiers mois-là, le programme, il s'agit d'un programme productif. Il ne s'agit pas de l'assistanat. Pendant ces 6 premiers mois, on va commencer par renforcer la capacité de ces pauvres extrêmes à l'identification d'une activité génératrice de revenus, pouvant leur permettre de stabiliser leur niveau de vie. Et donc, au 6e mois, il y aura un premier transfert de 50 000 qui va s'ajouter aux 10 000 pour leur permettre de constituer leur capital initial. Et donc, à partir de ce 6e mois, on continue également de les suivre pendant 3 mois encore, pendant lesquels ils reçoivent encore les 10 000. Au 9e mois, on revient pour une petite évaluation, pour voir comment l'activité a évolué, se déroule. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réorienter? Est-ce qu'il y en a qui veulent changer carrément d'activité? Et là, on vient encore pour les appuyer de 50 000 chacun pour pouvoir mener à bien leur activité génératrice. L'initiative permet aux pauvres SM d'évoluer progressivement pour commencer par faire une activité génératrice de revenus, pouvant lui permettre d'être migré progressivement vers le FNM pour bénéficier de microcrédits à l'AFIA, pour être client potentiel des banques secondaires et les banques primaires. La représentation du Fonds monétaire international au Bénin était face à la presse ce jeudi. Objectif, expliquer aux professionnels des médias les conclusions issues du conseil d'administration du FMI à l'opinion publique et celle de la 4e revue des programmes du Bénin. Depuis Washington, le chef de mission du Fonds pour le Bénin a salué la résilience de l'économie béninoise. Il a saisi l'occasion pour revenir sur les prouesses enregistrées par le Bénin dans l'exécution des différents programmes avec l'institution de Bretton Woods. Écoutons Younes Zoua, représentant résident du FMI au Bénin, à la fin de ce point de presse. Les conclusions qui effectivement, au niveau du conseil d'administration, ils ont constaté la bonne résilience de l'économie. Comme vous le savez, le Bénin fait face à des chocs importants d'envergure. Vous avez vu, il y a la fermeture de la frontière avec le Niger, mais aussi effectivement les dépréciations de la monnaie du côté du Nigeria, mais aussi les changements au niveau de la politique de subventions à l'essence qui ont un impact sur l'économie béninoise. Et malgré cela, on a quand même une économie qui a réalisé une croissance au-delà de ce qui a été anticipé, de 6,4%. Bien sûr, il y a aussi des risques qui pèsent sur l'économie et on le sait, il y a les chocs climatiques qui, de manière extrême, peuvent effectivement affecter la croissance et l'activité au niveau du secteur agricole. Par rapport à cela, et comme ça a été indiqué au niveau du point de presse, et c'est important en fait de le rappeler, c'est que dans notre engagement qu'il y a maintenant avec le Bénin, il y a 2 programmes en place. Un programme de type traditionnel qui est en place depuis juillet 2022 et qui porte sur 650 millions de dollars.
avec une durée de 42 mois, donc il se termine vers fin 2025. Alors ce programme, il s'exécute de manière très bonne et il porte effectivement sur l'objectif principal, c'est effectivement dégager des espaces budgétaires pour les dépenses sociales et d'infrastructures, mais aussi pour la prise en charge des questions liées à la sécurité. L'autre objectif important aussi, c'est effectivement de continuer à maintenir la soutenabilité de la dette, et cela, ça se voit par exemple à travers si vous voulez, la poursuite de la consolidation budgétaire. Le déficit budgétaire reste de manière générale contenu, ce qui est très important. On est en train de tendre vers la norme régionale qui est effectivement l'objectif visé en 2025. Concernant l'autre point, effectivement le programme climatique. Alors le programme climatique, c'est quand même récent, c'est décembre 2022 qu'il a été effectivement approuvé par le conseil d'administration. Alors ce programme porte sur 200 millions de dollars sur 2 années, donc il se termine en même temps que le programme traditionnel que nous avons depuis juillet 2022, et ça porte sur un certain nombre de réformes et de politiques. L'idée, c'est de financer les actions qui permettent de renforcer, si vous voulez, la résilience de l'économie au choc de nature climatique, et aussi de financer effectivement les actions et les réformes qui visent à atténuer et à s'adapter aux effets de changement climatique. Lors de son dernier sommet, la CEDEAO a annoncé pour la énième fois une nouvelle date pour la création de la nouvelle monnaie ECO. C'est un projet vieux de plusieurs années que l'institution sous-régionale traîne sans pouvoir le concrétiser. Kodjo Orisha, spécialiste au sein du cabinet géopolitique Interglobe Conseil et analyste géopolitique, fait sa lecture de ce nouvel engagement pris par l'institution. Mais avant, il parle de la reconduction de Ahmed Tinubu à la tête de la CEDEAO. La reconduction de Bola Ahmed Tinubu lors du récent sommet d'Abuja a été actée par les chefs d'État qui s'étaient réunis. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles un certain nombre de chefs d'État de la partie francophone n'étaient pas d'accord pour cette reconduction, c'est un anglophone. Mais de l'autre côté, au niveau du Bénin, nous avons primé notre soutien à Bola Ahmed Tinubu pour sa reconduction. C'est vrai que notre chef de l'État n'était pas présent pour des raisons d'agenda. On se conforme à la version officielle. Ceci dit, le meilleur candidat pour prendre la tête de l'organisation avec son nouveau président. Sauf que le problème, il semble que Bassirou Diomaye Faye s'est montré très peu intéressé à prendre la tête de l'organisation. Le président nigérien a été reconduit et crise qui traverse actuellement l'organisation. Non seulement nous avons l'écho qui a été abordé lors du récent sommet. Il n'y a pas eu de calendrier officiel pour son lancement. Il y a également la crise de sécurité qui traverse tous les pays, la question du retrait et de la confédération des États du sein de l'organisation. Et puis au niveau global également, il y a la crise ukrainienne. Il est peut-être bien de laisser le leadership de l'organisation à un président du Nigeria qui est la première puissance de la CEDEAO, quatrième puissance africaine. Le pays a été regardé, n'est plus la première puissance africaine depuis un moment. Donc, c'est quand même assez logique de laisser ça aux géants nigérians. Lors de son dernier sommet, la CEDEAO a annoncé une énième fois une nouvelle date pour la création de l'ECO. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. En l'espace de 20 ans, nous avons eu un peu plus de 5 heures de lancement. Plusieurs raisons expliquent cela. En 2020, la principale raison avancée pour justifier le report du lancement de l'ECO était la crise de la COVID-19. Puis, en 2022, il y a eu le début de la guerre en Ukraine. Et en 2023, il y a eu le départ de 3 pays de la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. En 2024, ces 3 pays ont acté effectivement leur départ de la CEDEAO tout en créant une confédération des États du Sahel. Donc, 3 facteurs qui nécessitent une nouvelle réflexion sur la question monétaire. Mais à ces facteurs, il faut quand même ajouter bien d'autres qui sont structurels, et c'est notamment la question de l'inflation. C'est vrai que dans la sous-région monétaire UEMOA, la question de l'inflation, le critère de convergence accepté à ce niveau est de l'ordre de moins de 3%. Donc c'est une inflation plus ou moins maîtrisée, mais c'est parce qu'on observe dans des pays tels que le Nigeria. Le Nigeria, par exemple, cette année, l'inflation est presque de 34%. Et puis, il y a d'autres critères de convergence qui doivent être atteints au sein des différents pays. La moyenne au sein de la sous-région, au sein de la CEDEAO, y compris le Nigeria, le Sénégal, le Bénin et tous les pays qui composent l'organisation, se situe un peu plus de 4,6%. Il y a aussi la question de la stabilité, du taux de change, etc. Ce sont un ensemble de critères de convergence que la CEDEAO voudrait bien atteindre, mais qu'elle peine à atteindre réellement. Donc, ça constitue des freins au lancement de l'ECO.
Pendant qu'on parle de la création d'une monnaie unique, la CEDEAO se vide de ses membres. 3 pays, notamment le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ont acté leur départ et créé une confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Avec cette nouvelle donne, quelles sont les chances pour ce projet de monnaie unique de réussir? Suivez plutôt. Au niveau économique, oui, la mise en place d'une monnaie favorise une plus belle intégration économique. Au lieu d'utiliser le dalasi en Gambie, la Léone au niveau de la Sierra Leone, le Naira au Nigeria ou le CED au Ghana, tous désormais nous utilisons l'éco. Mais déjà, pour que cette monnaie puisse bien fonctionner, il faut satisfaire les critères de convergence, savoir comment ménager le Nigeria qui est un géant, 65% économie du PIB de la sous-région ouest africaine et 50% de sa population. Donc, c'est un géant qu'il faut savoir ménager. Et le fait que ce soit un exportateur net de pétrole fait que ce géant est soumis au marché, c'est-à-dire aux turbulences du marché. Et en plus de ça, il faut noter qu'il y a quand même une certaine absence de rigueur monétaire au niveau de ce pays-là, avec ce taux d'inflation record parfois, le taux de change qui est fluctuant tout le temps. Donc, ce qui fait que la plupart des États de la sous-région, à notre niveau ici, craignent que cette intégration économique les nuise. Depuis un moment, le Nigeria est quand même d'accord pour participer à cette intégration. En temps, elle était réfractaire, puisque toute sa politique, longtemps en matière de géopolitique sous-régionale, a été d'évincer l'influence française. Mais cette influence-là, elle l'a vue en 2020, lorsque Ouattara s'était déplacé du côté de Paris pour aller parler de l'éco, pour dire que la France CFA devrait devenir plutôt l'éco désormais. Le Nigeria s'était un peu opposé, le Ghana a suivi directement. Donc, mais désormais, il y a plus cette opposition-là. Donc, on peut estimer que le principal point d'achoppement reste les critères de convergence, qu'il faut rapidement, qu'il faut accélérer entre les différents États. Donc, la création d'une monnaie permet l'intégration économique, c'est très bien pour le développement régional, et aussi ça va permettre aux États qui vont constituer la prochaine banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest d'avoir une politique monétaire qui prend en compte les réalités socio-économiques de la sous-région. Et le chemin pour l'atteindre est assez long et on le voit avec les différents reports du lancement de cet éco-là. Toutefois, les différents États qui constituent la CEDEAO se sont donnés jusqu'à 2027 faire le lancement effectif de l'éco. Donc, je crois qu'ils se disent qu'ils ont encore le temps. De nouvelles déclarations du président de la transition au Burkina suscitent assez de réactions sur les réseaux sociaux. Face à certains de ses compatriotes, le capitaine Ibrahim Traoré revient sur l'affaire de la prétendue présence de bases militaires au Bénin. Dans un élan très passionné, il affirme vertement qu'il existe des bases militaires françaises à Kandi et dans la zone de Porga qui formeraient des terroristes. Des déclarations tout le moins surprenantes car sur la question, le gouvernement béninois a à maintes reprises démenti et mis au défi les accusateurs du Bénin. Après donc les autorités nigériennes, c'est le jeune capitaine à la tête de la junte burkinabé qui revient à la charge. Face à ces propos, le porte-parole du gouvernement béninois a réagi. Sur ses pages digitales, Wilfried Léon Hongweji se désole de cette sortie du président burkinabé et lui renvoie tout simplement la balle. Suivons l'essentiel de cette réaction reprise ici par Candide Rourintan. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Les attaques terroristes enregistrées par le Bénin à ce jour, dont la grande majorité a été déjouée par nos forces de défense et de sécurité, sont l'œuvre des gens venant de l'autre côté de nos frontières avec le Burkina Faso et le Niger. C'est d'ailleurs ce qui a amené le gouvernement du Bénin, dans sa stratégie pour contrer le phénomène, à construire pour compter de 2022 de petits camps militaires appelés bases opérationnelles avancées dans plusieurs de nos communes frontalières. Cela, nous ne l'avons pas caché puisque le président de la République lui-même en a parlé devant l'Assemblée nationale dès le 8 décembre 2022. Voilà que nos frères et voisins, pour des raisons de politique domestique, s'emploient à vouloir faire de nous la source de leurs problèmes. C'est une tendance pernicieuse venant de militaires qui connaissent ces camps et leur vocation. Ainsi, après le Niger, c'est au tour du Burkina Faso d'emboucher cette trompette nauséeuse de désinformation qui alimente non le patriotisme, mais plutôt la rancœur des populations et menace à terme la coexistence pacifique des peuples. Une chose est certaine, le populisme n'a qu'une seule vertu, c'est de déplacer les problèmes en faisant semblant de les régler. Tôt ou tard, les populations se rendront compte qu'elles ont été abusées.
Le groupe Business Communication Plus a procédé à l'inauguration du centre de formation académique, professionnelle et du perfectionnement, une réalisation à mettre à l'actif de quelques acteurs importants. Les précisions dans ce reportage de Eunice Ballet présenté par Hugues Vingbe. Le centre de formation académique professionnelle et du perfectionnement voit le jour avec pour devise « Il n'y a pas de problème, il n'y a que de solutions ». Dans les domaines du marketing, du management, de la communication, de l'audit informatique et de la conception graphique, le centre offre désormais son expertise. Les filières en imprimerie, expertise maritime, PTP Consulting et commerce général y sont aussi ouvertes. Le centre de formation académique, professionnelle et du perfectionnement ouvre ses portes pour apporter la lumière au peuple béninois, au peuple africain et dans le reste des peuples du monde. L'ouverture de ce centre va ouvrir les yeux. Le centre est en partenariat avec presque les grandes écoles de formation, les écoles primaires privées publiques, les collèges privés publics, les universités privées publiques et toute personne physique ou morale qui désire avoir l'un de ces diplômes académiques vient nous voir avec le minimum et nous allons lui donner le maximum. Le directeur exécutif du centre, le commissaire central de Cotonou et l'abbé de l'archidiocèse de la ville ont procédé à la coupure du ruban. Par le passé, il fallait attendre que le client vienne à nous, mais aujourd'hui, il faut amener le client vers le produit, vers le client, d'où ce centre va aider d'abord en formant des mécaniciens, en formant des gens qui pourront aider les entreprises à faire connaître leurs produits. Nous savons en marketing, quand on a le produit, quand on a le prix, quand on a la place, il faut la promotion. Doté d'appareils de dernière génération, le centre a une capacité de 20 apprenants. L'événement a été marqué de plusieurs activités. L'ONG Aléhi s'est engagée pour la promotion des valeurs qui promeuvent la paix et le vivre ensemble. Pour l'atteinte de ces objectifs, il a été initié un colloque scientifique à Djougou sur la foi islamique et la paix. Les assises se sont tenues au centre Anadja du 5 au 7 juillet 2024. Cette rencontre qui a mobilisé des exégètes de renom, des érudits du Saint-Coran et des sciences islamiques constitue une aubaine pour sensibiliser les participants sur les comportements à adopter pour cultiver davantage la paix menacée par les actes terroristes. Alassane Harouna, Abdou Sahabi Idrissou. Comment aplanir les divergences au sein des différents courants, tendances et écoles philosophiques qui animent la foi islamique au Bénin? C'est tout l'enjeu de ce rendez-vous de Djougou, initié par l'ONG ASP Al-Heri et qui a mobilisé les différentes parties prenantes de la foi islamique. Au cours de cette rencontre qui se veut participative et inclusive, l'exercice a consisté à déblayer le terrain pour la promotion et la sauvegarde de la paix, gage d'une cohésion sociale. Pour les enfants, vous avez un lourd fardeau pour amener la paix effectivement dans notre société. Vous êtes appelés avec les sages à professer la paix, surtout la paix. Et je vous dis encore de faire un tour et de revoir aussi l'éducation à la base. C'est très capital. Je vais vous dire, chers frères en islam, celui qui vous dit que c'est le musulman ou l'islam, c'est les terroristes, il faut le maudire. Les vrais terroristes, ils les connaissent. Et le monde entier connaît les vrais terroristes. Et qu'est-ce qu'on appelle terroriste et djihadiste? Il faut que le monde laisse l'injustice. L'injustice. Aux côtés de ces guides religieux qui ont compris la nécessité de mener des actions de sensibilisation contre la radicalisation et les actes attentatoires à la paix,
Des autorités politico-administratives très préoccupées par la question liée au terrorisme. C'est une question qui préoccupe chacun, de l'État central aux différentes collectivités territoriales de notre pays. Et vous savez qu'au niveau de la sous-région, la paix est menacée. Et nous estimons que vos assises vont contribuer à apaiser les tensions qui règnent et à contribuer à la paix. Un colloque scientifique ne saurait suffire pour endiguer le terrorisme. Il faut que les musulmans s'organisent pour être sur le terrain de la prévention à travers l'éducation. Des échanges qui vont essentiellement tourner autour du thème la foi islamique et la paix vont permettre aux leaders religieux musulmans de découvrir leur rôle dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. Selon les organisateurs de ce colloque scientifique, au-delà des séances de sensibilisation et d'éducation, cette lutte nécessite aussi des investissements en direction des jeunes sans emploi. Ce sera tout pour ce 19h30. Merci de votre fidélité à Canal 3 Bénin. Bon début de week-end à toutes et à tous.